Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue à tous les participants à cette deuxième session du séminaire scientifique de l'IAS Educational Fund, organisé en collaboration avec le réseau africain des praticiens qui assurent la prise en charge du VIH-Sida, RESAPSI. Le thème de cette session, c'est comment atteindre les populations clés du VIH pendant la pandémie du Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, nous en sommes aujourd'hui à la deuxième session, puisque nous avions démarré hier. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis le Dr Karim Diop. Je suis le trésorier du RESAPSI. Je travaille au Sénégal, où je suis le secrétaire général du Centre régional de recherche et de formation. Et je suis chef de bureau à la division SIDA du ministère de la Santé. Cette session d'aujourd'hui et ce séminaire, de façon générale, a pour objectif de réduire les écarts entre les dernières avancées scientifiques du VIH-Sida et leur mise en œuvre. Ces différentes sessions qui sont organisées s'intéressent particulièrement aux changements qui ont été causés par cette pandémie du Covid-19 et à son impact sur les services de soins, ainsi qu'aux solutions de prévention du VIH et à l'accessibilité des traitements pour les personnes qui vivent avec le VIH, notamment comment atteindre les populations clés. Je rappelle que ce séminaire, qui est gratuit, est destiné aux professionnels de santé que vous êtes, particulièrement les professionnels qui s'exercent dans le cadre du VIH-Sida, aux institutions gouvernementales, aux spécialistes de santé publique, aux gestionnaires de programmes, à toutes les personnes qui évoluent dans l'accès aux soins, aux représentants de la société civile, à la communauté, aux populations clés de la région Afrique de l'Ouest et du Centre principalement. Alors, ce séminaire, cette session, je voudrais juste quand même, en tout cas, rappeler certains principes. Vous êtes certainement habitués à cela, mais je le rappelle. Pour ceux qui veulent poser des questions, alors, qui sont adressées aux différents intervenants, vous pouvez les envoyer à travers la boîte Q&R, c'est-à-dire questions-réponses, qui sont en bas de vos écrans. Et il vous suffit juste de cliquer sur l'icône. Si par contre vous avez des questions techniques ou autres, commentaires pour l'équipe de IAS Educational Fund, vous pouvez les taper sur la boîte chat. Je rappelle juste que tous les sons des participants seront coupés pour notamment faciliter la compréhension. Mais n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, d'utiliser la boîte questions-réponses ou tout simplement les mails qui peuvent être adressés à IS. Nous essaierons de répondre à toutes les questions possibles. Nous prenons cet engagement. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux en envoyant notamment des messages sur ces réseaux sociaux via Facebook, Twitter ou LinkedIn avec le hashtag suivant dièse Covid-19 tréma VIH. Alors, je rappelle que cette forme virtuelle ne nous empêche pas de poursuivre notre activité de réseautage. Et donc, nous vous encourageons à développer à travers ces sessions de nouveaux contacts. N'hésitez pas à partager vos coordonnées sur le chat dès maintenant. Donc, vos noms, prénoms, expertise et pays d'origine. On peut laisser quelques minutes, le temps de vous permettre d'envoyer vos noms
prénom, expertise et pays d'origine. Ce réseautage est important parce que ça permet de lier des relations fortes en vue de parfaire les différentes actions qui sont menées dans les pays. Merci pour vos... Je vois que... Merci pour vos réponses, merci pour votre adhésion. On voit déjà la diversité des panels proposés et cela est très intéressant. Je rappelle également cette offre spéciale. N'hésitez pas à rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, cette grande famille de l'IAS. Et vous avez l'opportunité de bénéficier d'une réduction spéciale pour l'année. Alors, nous avons aujourd'hui l'opportunité, et je pèse bien mes mots, c'est une grosse opportunité, que nous avons d'avoir 3 éminents spécialistes. Et j'ai le plaisir de les présenter. Nous avons le professeur Luis Fortes. Elle est médecin, infectiologue du CHU de Fann de Dakar. Nous avons le professeur Armel Poda. Je ne sais pas s'il faut dire s'il vient du Burkina ou du Sénégal. Il est également professeur en maladies infectieuses au niveau du CHU de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Et nous avons également notre sœur et amie, Dr Bitou Dembélé, qui est directrice d'Arcade Sida, plus au Mali. Ils vont tour à tour aborder un certain nombre de sujets. Mais je voudrais tout d'abord donner la parole à notre première intervenante, qui est le professeur Luis Fortes. Le professeur Luis Fortes nous présentera les mises à jour récentes de la COVID-19 et du VIH-Sida. Le professeur Luis Fortes est professeur titulaire en maladies infectieuses. Elle est également épidémiologiste. C'est une enseignante chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle participe à de nombreux projets de recherche qui portent sur des domaines variés, sur l'infection à VIH-Sida, le cancer du col de l'utérus, les hépatites virales, la tuberculose et les usagers de drogue. Elle est experte scientifique de la recherche clinique et hépatite, notamment dans les groupes de travail qui ont été mis en place à l'ERS. Professeur Luis Fortes, c'est à vous. Est-ce que la technique peut nous mettre en place la présentation de lui, s'il vous plaît? Nous remercions l'International Health Society et le RESAPSI de nous avoir associés à cet important atelier. Et ma présentation portera sur l'infection à COVID-19 et le VIH. L'infection à COVID-19 est une maladie émergente responsable d'une pandémie. À la date du 8 octobre, nous étions à 50 millions de cas avec 1 200 000 décès. Les conséquences de la crise sanitaire liées à cette pandémie sont nombreuses, marquées par une perturbation des services de santé avec un impact sur la prise en charge des autres pathologies, notamment des pathologies chroniques. Il a été démontré que les personnes présentant des comorbidités étaient vulnérables, pouvaient faire des formes sévères, et les personnes infectées par le VIH font partie de ce groupe de personnes vulnérables. Mais également, nous le verrons au cours de cette présentation, quand on parle de perturbation des services de santé, quel a été l'impact
sur le programme VIH en termes de dépistage, de traitement, mais également de prévention. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs publications ont été faites. En tout cas, ils sont intéressés à la particularité de cette infection à COVID-19 chez les personnes infectées par le VIH. Est-ce qu'ils avaient un risque infectieux supérieur? Quels étaient les aspects cliniques, la létalité et le pronostic? Les séries de cas ont été publiées et par la suite des méta-analyses avec parfois des données contradictoires. Au départ, on parlait d'un risque beaucoup plus faible, ensuite maintenant d'un risque beaucoup plus élevé de faire des formes graves et on s'est même intéressé à l'efficacité ou bien au rôle protecteur des antiviraux. Cette première méta-analyse que je vous présente, qui a eu à inclure 17 études avec 146 patients inclus, qui étaient sous traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable, une prévalence non négligeable des comorbidités, et la mortalité en comparant les patients VIH et les patients non VIH, et ils ont retrouvé en tout cas que le taux de mortalité et le taux de la prévalence, dans cette première revue qui avait été publiée, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de différence pour la prévalence et la mortalité. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une évolution, en tout cas, par rapport à ces données. Cette première étude, cette seconde étude que je vous présente, c'est une étude qui a été réalisée à New York sur, en tout cas, l'évolution des patients infectés par l'infection à COVID-19 et qui étaient infectés par le VIH. Et les conclusions, nous pouvons voir qu'après ajustement, le risque d'hospitalisation et le risque de décès, en tout cas, était supérieur chez les patients infectés par le VIH. Cette étude qui a été présentée récemment lors du ID Week en fin octobre, qui s'est intéressée à la prévalence du VIH chez les patients COVID-19 et également aux aspects pronostiques. Une revue systématique est une méta-analyse ayant inclus 14 études avec 592 personnes infectées par le VIH. Ils ont retrouvé que la prévalence du VIH chez les patients COVID-19 était plus élevée de 1,22% versus 0,65% dans la population générale et cette prévalence était de 1,43 aux États-Unis. Et concernant la mortalité chez les patients infectés par le VIH, elle était de 14% et les conclusions, c'est que les personnes vivant avec le VIH pourraient être plus vulnérables à l'infection à COVID-19. Concernant les caractéristiques cliniques, cette revue qui a été réalisée entre décembre et juin, ils ont eu à inclure 378 patients, sexe masculin pour la plupart, âgés entre 40 et 59 ans. Dans 60% des cas, ils étaient sous traitement antirétroviral, dont la majorité avait une charge virale indétectable et près de la moitié avait plus de 200 CD4. Et les conclusions, c'est des formes sévères, une prévalence quand même non négligeable, de presque 36%. Quand on s'intéresse à la mortalité, on retrouve une létalité comparable à la précédente étude que je viens de vous présenter, donc de 14%, plus élevée que dans la population générale. Aux États-Unis, on est à 13,9% versus 5,8%. Toutefois, il faut quand même dire que en Italie et en Espagne, ils avaient retrouvé que la mortalité était beaucoup plus faible chez les personnes vivant avec le VIH, 3,8% versus 11%, ce qui concerne l'étude italienne. Et la question qui se sont posées à la fin de cet article-là, est-ce qu'il existait un lien entre la sévérité, la mortalité et le taux de lymphocytes TCD4? En s'intéressant de façon beaucoup plus spécifique à ces formes sévères, cette étude qui a été réalisée à New York, qui a eu à inclure essentiellement des patients sévères qui ont été hospitalisés, parce que sur 92 patients, 72 étaient admis et 26% étaient en unité de soins intensifs, toujours des patients qui étaient suivis depuis une durée médiane de 20 ans avec une charge virale indétectable. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Tout d'abord, ils ont comparé le taux de CD4 avant l'infection à COVID-19 et lors de l'infection et ils ont constaté une baisse significative du taux médian de lymphocytes TCD4 avec donc un taux qui est passé à 464 à 188, mais également une baisse. En tout cas, on sait que l'infection à COVID-19 est associée à une lymphopénie, une baisse également du taux médian de lymphocytes. Ils ont comparé les patients guéris des patients décédés
avec un taux de lymphocytes beaucoup plus faible chez les patients décédés, un taux de CRP, les marqueurs inflammatoires plus élevés, et les cytokines qui sont beaucoup plus élevées, l'interleukine 6 et l'interleukine 8, beaucoup plus élevés chez les patients décédés. Donc, les marqueurs inflammatoires plus élevés, avec une augmentation de risque de forme beaucoup plus sévère chez les personnes infectées par le VIH. Concernant l'association infection-décès au cours de l'infection à COVID-19 et le taux de CD4, cette étude multicentrique réalisée dans 36 pays, dont les 33 étaient aux États-Unis, des patients, une forte prévalence quand même de comorbidité de 80,8%, un taux de létalité qui est à 16% chez les patients admis et de 51% chez les patients en unité de soins intensifs. Concernant le critère de jugement principal, c'est-à-dire le suicidaire, l'hospitalisation en unité de soins intensifs, la ventilation et le décès, une prévalence quand même de 30,5%. Et ils ont retrouvé toujours les facteurs classiques qui sont connus, l'âge avancé, la présence de comorbidité, notamment de maladies pulmonaires chroniques, d'hypertension artérielle. De plus, ils ont retrouvé dans cette étude que le risque de décès était beaucoup plus élevé chez les patients qui avaient un bas taux de CD4 par rapport aux patients bas taux de CD4 à moins de 200. Concernant l'efficacité du traitement antirétroviral, soit pour traiter ou pour prévenir, cette méta-analyse qui s'est intéressée au traitement avec l'association Lopinavir-Ritonavir, ils ont inclus 6 études et les conclusions, il n'y avait pas d'avantage dans l'amélioration clinique dans 4 études, pas de réduction également du taux de mortalité. Et ici, nous avons en tout cas cette figure qui est extraite de l'essai clinique qui a été réalisé en Chine, où ils ont comparé 14 jours de prescription de lopinavir-ritonavir chez les formes sévères de COVID-19 et ils ont retrouvé qu'il n'y avait pas en tout cas de différence par rapport au taux de guérison. De même, par rapport à la PrEP, notamment l'efficacité de l'association tenofovir, lamivudine ou tenofovir, emtricitabine, et les conclusions, c'est que la PrEP ne protégeait pas contre l'infection à COVID-19 et n'empêchait pas l'évolution vers une forme sévère. Après cette mise au point chez les patients, en tout cas infectés par le VIH, la sévérité et l'efficacité des traitements, quel est l'impact sur l'épidémie à COVID-19 sur le programme VIH? Une enquête qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU-SIDA et également l'UNICEF, avec 43 pays qui ont participé. On peut constater sur cette figure une baisse importante, en tout cas, du taux de dépistage qui est noté dans tous les pays, à l'exception du Rwanda, donc entre janvier et juillet, et une amélioration a quand même été notée dans certains pays, Mozambique, Madagascar, Rwanda. Cet impact également sur le dépistage est constaté chez les femmes enceintes avec une baisse du taux de dépistage chez les femmes enceintes, dont un impact sur la prévention de la transmission en mère-enfant en dehors du Mozambique et de la Jamaïque. Heureusement qu'en juin et en juillet, 14 pays sont revenus en tout cas au niveau qu'ils avaient atteint en février. Concernant l'accès au traitement antirétroviral, toujours dans le cadre de la prévention de la transmission verticale, ils ont noté une baisse en tout cas du taux de prescription de traitement antirétroviral dans les 15 pays qui ont participé, et une amélioration en juillet est notée, sauf pour l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, le Botswana, mais également le Togo. Concernant l'impact de l'épidémie à COVID-19 sur l'utilisation de la PrEP et le comportement sexuel, je vous présente 2 études. Tout d'abord, cette première étude australienne où ils ont enquêté 940 hommes gays et bisexuels. Ils ont retrouvé une réduction de 65% des relations sexuelles. Cela se comprend avec la distanciation sociale et également les différentes restrictions. Près de 46% avaient pris la PrEP avant l'infection l'épidémie à COVID-19 et donc plus de la moitié d'entre eux ont continué à l'utiliser, et ceux qui ont arrêté, c'est-à-dire 86%, ils ont déclaré que la principale raison c'est du fait de l'épidémie, et que dans 17%, seulement 17% ont déclaré qu'ils ont eu des difficultés à accéder à la PrEP durant cette période. Une autre étude toujours qui s'intéresse à l'accès à la PrEP
Aux États-Unis, cette fois-ci, ils ont noté une diminution de la PrEP quotidienne du taux d'utilisateurs de 95% à 61%. 57% ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu de partenaire sexuel durant cette période. 32% avaient arrêté au cours de la période durant cette période d'épidémie. L'une des principales raisons, c'est qu'ils n'avaient pas pris de risques. Et il faut noter que par rapport au suivi des recommandations, des lignes directives, en tout cas dans l'instauration de la PrEP, notamment dans la surveillance des infections sexuellement transmissibles, dans près de la moitié des cas, les patients avaient été traités sans pour autant bénéficier d'infections sexuellement transmissibles, sans pour autant avoir une confirmation au laboratoire. L'impact dans les procédures de suivi, on va dire, surtout dans la procédure de dispensation, avec l'infection à COVID-19, un certain nombre de contraintes avec la restriction des voyages, les difficultés de transport, les confinements. Donc, il y a eu un impact sur les services de dispensation et de suivi, avec une accélération du processus de dispensation du traitement antirétroviral sur plusieurs mois. Cette étude qui a été présentée lors de la conférence de AIDS 2020, qui rentre dans le cadre d'un réseau africain de 14 pays d'Afrique subsaharienne, où ils ont noté l'augmentation de la dispensation sur plusieurs mois, de 3 à 6 mois, avec même une augmentation de la cible, avec des patients qui pouvaient recevoir une dispensation de 3 à 6 mois, indépendamment du niveau de la charge virale, chez les patients également naïfs, chez les femmes enceintes, même chez les enfants qui avaient une charge virale indétectable. Et cette dispensation sur plusieurs mois s'est même étendue au traitement préventif de la tuberculose. Sur les dernières slides, je vous présente une enquête qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé et on peut voir ce que je disais tantôt, la dispensation en tout cas sur plusieurs mois qui est constatée dans 39 pays qui ont été enquêtés, en tout cas qui ont participé en Afrique, avec 80%, dispensation de 3 mois et même de 6 mois. Concernant les perturbations, l'approvisionnement en traitement antirétroviral, nous pouvons voir des perturbations ont été notées dans certains pays d'Afrique, mais également d'Asie, et ces pays qui ont signalé en tout cas une perturbation dans l'approvisionnement des traitements étaient 36 pays. Concernant les pays qui ont déclaré qu'il y avait une perturbation des différents services, on peut constater que les services les plus concernés, c'est le dépistage. Donc, c'est vraiment le dépistage, d'une part, et d'autre part, le monitoring de la charge virale, sans oublier l'atteinte également des populations clés. Et avant de conclure, je vous présente ce rapport qui a été rédigé, publié par l'ONU-SIDA et qui revient sur les différentes opportunités qu'offre l'expérience qui a été acquise dans la lutte contre l'infection à VIH pour la gestion de l'épidémie à COVID-19. Quand on pense à l'engagement communautaire durant cette épidémie à COVID-19, sur une enquête qui a été faite auprès de 160 acteurs de la société civile, ils ont pu constater que 72% ont participé, en tout cas qui étaient déjà actifs dans la lutte contre l'infection à VIH, ont participé dans la prévention contre l'infection à COVID-19. Nous avons avec cette épidémie à infection à VIH, la gestion également des données. On peut également se servir de la coordination multisectorielle en ce qui concerne les infrastructures, les différentes plateformes pour en tout cas booster le monitoring de l'efficacité de la charge virale VIH qui a été utilisé en tout cas pour le diagnostic de l'infection à COVID-19, sans oublier la mobilisation des différents leaders qui travaillaient déjà dans le domaine de l'infection à VIH dans plusieurs pays, certains leaders qui sont bien connus dans la lutte contre l'infection à VIH ont joué un rôle central dans la lutte contre l'épidémie à COVID-19. Pour conclure, l'association, en tout cas l'infection à COVID-19 chez les personnes infectées par le VIH, qui représente avec des formes sévères qui sont notées avec un taux non négligeable, pouvant aller jusqu'à 30%. Parmi les facteurs pronostiques, les facteurs classiques sont retrouvés, c'est-à-dire l'âge, la présence de comorbidité, sans oublier, en lien avec l'infection à VIH, un bas taux de CD4. Donc, il faudra particulièrement surveiller ces patients. Et encore
en termes de prévention, nous n'insisterons jamais assez sur le respect des mesures barrières. Concernant l'impact sur les programmes VIH, il faudra vraiment réfléchir, comme nous avons pu le constater, un impact sur le testing, sur l'approvisionnement en traitement antirétroviral. Donc, il faudra réfléchir sur les mesures à mettre en place, sur le maintien des services de santé pour ne pas compromettre l'atteinte des 3,90. Je vous remercie pour votre aimable attention. Désolée, on a un petit souci technique. Juste une seconde, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Merci, professeur Luis Suartez, pour cette excellente présentation. Vous avez fait le tour en présentant les risques liés par les personnes vivant avec le VIH. Vous avez également mis en exergue l'impact du Covid sur les programmes. Vous avez particulièrement mis en exergue les risques d'atteinte des 3,90, notamment sur le dépistage et la charge virale. Et je pense que vous avez, en tout cas, en respectant le temps, permis de pouvoir éclairer nos différentes lanternes et vous avez ainsi pu permettre de lancer le panel qui nous réunit actuellement. Donc, ce panel, COVID-19 et VIH en Afrique de l'Ouest, vous l'avez introduit brillamment. Alors, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à envoyer des questions, encore une fois, sur la boîte questions-réponses. Nous allons répondre quand tous les intervenants auront présenté leur sujet. Alors, c'est l'occasion donc d'introduire le nouveau panéliste, le professeur Armel Poda. Le professeur Armel Poda est un enseignant-chercheur. Il est spécialisé en maladies infectieuses. Il vient du Burkina ou du Sénégal, c'est selon. Il exerce à Bobo-Dioulasso, au niveau de l'université polytechnique et également au niveau de l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso. Nous avons également la chance de l'accueillir en ta qualité de coordonnateur régional de la riposte COVID-19 dans l'ouest du Burkina. Armel, vous avez la parole. Oui, merci pour la présentation. Merci à tous, merci à l'IAS. Nous avons été évalués dans le cas de la COVID-19 dans toutes les activités liées au VIH. Cette perturbation est liée non seulement au niveau a eu un éclat plus important au niveau des programmes de lutte contre le VIH à travers les différents pays. Pourquoi? Parce que les activités du programme de lutte contre le VIH se font à travers non seulement l'approvisionnement en intrants, en médicaments et au niveau des structures de prise en charge, mais également en termes de suivi, évaluation et donc de supervision des différentes activités. Et donc, avec la COVID-19, nous avons tous vu, c'est vrai que l'Afrique n'a pas eu, l'impact en Afrique n'a pas été aussi important que dans les pays du Nord, mais néanmoins, nous avons assisté à un arrêt
en tout cas pendant un moment très important, et un arrêt qui continue puisque les frontières sont principalement fermées par voie terrestre jusqu'à ce jour dans les pays de la CEDEAO. Et donc, au niveau des programmes, il y a eu des difficultés en termes d'approvisionnement, non seulement au niveau des antirétroviraux, mais également des réactifs pour permettre la réalisation de la charge virale. Ce qui, comme Louise a si bien présenté, va sans doute impacter sur l'atteinte des 3x90, notamment le deuxième et le troisième. Je reviendrai sur le premier. Et donc, au niveau de l'activité des différents programmes de lutte contre le VIH, se sont retrouvés dans une situation, on pourra échanger après avec les points de vue des différents pays qui sont connectés, et merci à tous les participants d'être connectés, et de voir que ces pays-là n'arrivaient plus, ces programmes, tous les pays ont été arrêtés. Lorsqu'on prend pour l'Afrique, particulièrement de l'Ouest, en mars, avril, mai, les pays étaient arrêtés, les villes étaient fermées, il y avait de la quarantaine au niveau des différentes villes, donc il était impossible de faire du suivi, de faire de l'évaluation, de la supervision des différentes activités, ce qui a forcément eu un impact dans la qualité des données, dans la qualité de la riposte, dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et naturellement, les activités étant réduites, parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que tout en Afrique francophone, et d'ailleurs, je pense un peu partout, les structures centralisées, les structures principales de lutte contre le VIH sont souvent dans des services de maladies infectieuses. Et donc, ce sont les mêmes services qui ont été au devant dans la riposte contre la COVID-19. Donc, il y a eu également une insuffisance du personnel. Nous prenons, pour imager, lorsque nous prenons notre cas, dans la ville de Bobo-Dioulasso, les quelques médecins déjà qui s'occupaient de la lutte contre le VIH étaient en grande partie réorientés sur la riposte contre la COVID-19, ce qui entraîne un impact, une réduction. Les patients d'ailleurs ne venaient plus beaucoup aux consultations, le risque de contamination, un impact sur la qualité des consultations et également sur l'observance et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, à côté donc devant cette situation, je pense que l'ONU-SIDA et l'OMS ont emmené les différents programmes à développer des plans de contingence qui ont été ça et là appliqués pour permettre de maintenir l'activité du VIH face à la COVID-19. Parce qu'on allait se retrouver à la fin, et je dis on allait, mais on ne sait pas si on ne va pas se retrouver, avec des conséquences à long terme. Vous savez que l'infection en VIH, les résistances vont survenir progressivement dans le temps. Et peut-être que c'est dans 6 mois, 1 an, qu'on pourra véritablement voir l'impact sur l'infection en VIH. Et donc, il y a eu des plans de contingence qui ont été faits dans différents programmes, mais comme vous connaissez les limites, ça et là, appliqués pour permettre de continuer à prendre en charge l'infection en VIH malgré la COVID-19. Et cependant, le problème qu'il y a eu avec ces plans de contingence, ça a été la capacité de financement. Le financement de ces différents plans de contingence, puisque tous les systèmes de santé, en tout cas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont été totalement orientés, et je pense à travers le monde, totalement orientés vers la COVID-19. Ce qui faisait que c'était difficile de trouver des financements pour prendre en compte ces plans de contingence pour permettre de lutter contre le VIH malgré la COVID-19. Encore une minute. Donc, c'est dire que, d'accord, c'est dire que la conséquence au niveau des programmes ont été énormes, et les programmes sont donc, toutes les activités prévues en 2020 au niveau des programmes ont été véritablement impactées et vont forcément jouer sur l'atteinte des différents 90. Merci encore, mon ami Karim, et à toi la parole. Merci beaucoup. Je suis désolé, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais on reviendra dans le débat. Je pense que c'est juste une introduction. Je te remercie beaucoup pour cette introduction et cette présentation de la réalité du terrain. Tu as mis en exergue effectivement les difficultés auxquelles les patients sont confrontés. Je voudrais donc en tout cas te remercier pour ce temps consacré. Je voudrais donc introduire à son tour le docteur Bintou Debélé, qui, elle, nous donnera un point de vue
d'une personne qui est issue du milieu associatif. Bintou Dembélé est docteur en médecine, je le précise quand même. C'est un membre fondateur d'Arcade Santé Plus. C'est la première association au Mali dont l'objectif est la prise en charge médicale et psychosociale des personnes qui vivent avec le VIH. Dr Dembélé est détentrice d'un master en santé publique, option santé communautaire. Elle a en outre un DEA en MST-Sida de l'Institut Fournier de Paris et elle a obtenu en 1999 un DU en anthropologie de la santé à l'université Aix-Marseille. Depuis 2006, elle est nommée à la direction d'Arcade Sida et 2006 est une année charnière puisque ça a constitué un moment où ils ont eu beaucoup de financements internationaux, ce qui a permis de faciliter le passage à l'échelle pour l'accès au traitement. Docteur Bintou Dembélé, merci pour le temps consacré et je vous donne la parole pour 5 minutes. Merci. Merci, Dr Karim Diop. J'ai le plaisir de vous parler un peu de notre petite expérience par rapport à cette crise sanitaire qui est la coronavirus. La crise sanitaire de la coronavirus a eu un impact sur nos interventions. Et les conséquences ont été la fermeture des bars et restaurants, les lieux de drague, les grains qui étaient justement des lieux d'accès pour nous aux populations clés, qui sont les travailleurs de sexe, les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, les personnes usagères de drogues injectables. La deuxième conséquence pour nous, ça fut un peu le ralentissement des activités au niveau de la clinique de santé sexuelle Les Halles, qui commençait de 16h à 19h, 16h à 22h. Donc, puisque le couvre-feu était à 19h, donc on a dû avancer l'heure d'ouverture de la clinique pour mieux réorganiser les sillons. La particularité des personnes usagères de drogues injectables, c'est que ces personnes-là continuaient à fréquenter les lieux de consommation, mais sans aucune protection de mesures barrières. Les conséquences furent aussi la faible fréquentation des services, un faible accès aux services de prévention et de soins. Et pour les TS particulièrement, c'était aussi la faiblesse des revenus parce qu'il n'y avait plus de clients. Nous avons dû trouver des solutions en urgence. Et parmi ces solutions, je peux dire que nous avons, par rapport à la prévention et la communication pour ces populations, nous avons dû nous adapter pour trouver des stratégies innovantes, notamment créer des sites par le net, les sites de drague par Internet, entrer en contact avec notre site, créer un groupe WhatsApp avec les patients qui étaient intéressés pour pouvoir qu'ils puissent nous poser des questions, qu'ils puissent s'exprimer. Nous avons aussi réorganisé les services de telle sorte qu'au niveau de la clinique de santé sexuelle et Halles de Bamako, qu'il n'y ait pas d'attroupement de patients. Donc, nous avons fourni des services d'urgence. En troisième point, nous avons intensifié les services différenciés. Intensifier les services différenciés au niveau des 3,90. Le premier 90, c'était accélérer le dépistage communautaire et la dotation et la fourniture des autotests. En second point, pour le deuxième 90, la dispensation des médicaments antirétroviraux, et cette dispensation-là allait au-delà de 3 mois. Donner jusqu'à 6 mois de traitement aux patients, bien sûr avec le consentement des patients. Et le consentement était recueilli juste par simple coup de fil et le patient donnait son aval et les pères éducateurs sac au dos allaient remettre les antirétroviraux. Troisième 90, nous avons aussi donné par la même occasion la PrEP aux hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, à la demande. Le troisième 90, la charge virale, nous l'avons fait à travers la technique d'IBS et assurer le transport des échantillons. Nos pères éducateurs, nos animateurs sur les sites sont formés à cette technique-là, donc ça n'a pas posé trop de difficultés. Sauf que nous avons accéléré, intensifié ces services-là pour tous les patients afin d'éviter les attroupements sur les sites. Nous avons aussi apporté en dernier point des soins nutritionnels et des kits d'hygiène pour notre population. Donc, nous avons organisé des séances de distribution et par la même occasion des kits nutritionnels et des kits d'hygiène faits de masques en tissu pour les personnes. Pour le cas particulier des personnes usagères de drogues injectables, nous avons eu du mal parce que tout simplement, dans ces fumoirs-là, ça s'ouvre la journée. Il y a beaucoup de gens qui y vont.
et qu'une mesure barrière n'était entreprise. Donc, et puis aussi, ils ont une espèce de pipe, ils fument ça à tour de rôle et c'est passé à tout le monde. Donc, ce qui est au contraire aux règles d'hygiène et de distanciation. Donc, nous avons fait accélérer les séances d'information et de sensibilisation, la mise à disposition du gel, la mise à disposition des masques en tissu. Nous avons réalisé toutes nos interventions en renforçant l'information sur la coronavirus et les mesures barrières qu'il faut. Donc, je peux dire en gros, ce sont les activités que nous avons faites pour pouvoir atteindre ces populations. Je reste disponible. Merci. Merci beaucoup, Dr Bintou Dembélé, pour avoir respecté le temps. Vous avez énoncé un grand nombre d'activités. Je voudrais en tout cas saluer déjà cette capacité de résilience, parce que c'est vraiment cela, et cette adaptation qui est quand même nécessaire dans un contexte particulier. Sans nul doute, il y a de nombreuses questions pour nos différents collègues qui viennent de présenter. N'hésitez pas à les envoyer sur le chat, sur également la boîte QR, n'est-ce pas? Parce que je pense que ce que nos collègues disent, c'est vraiment une grosse opportunité que nous avons. Alors, nous allons maintenant ouvrir vraiment le débat et nous allons vous permettre de pouvoir envoyer des questions. Nos collègues sont à votre disposition pour répondre. Je vais déjà d'emblée passer aux premières questions qui ont été posées alors, par l'équipe. Elles sont adressées pour le moment au professeur Luis Fortes. Alors, Luis, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. La première, qui est une question qui nous vient du Sénégal, de Fatou Samba Ndiaye. Elle demande est-ce qu'il existe des études qui ont été faites sur la place de la corticothérapie chez les personnes vivant avec le VIH présentant une COVID-19 sévère. Une autre question qui était également adressée, c'est est-ce que les ARV peuvent atténuer la virulence de la COVID-19 chez les patients positifs au VIH sous ARV? Ces questions sont sur la partie QR, hein, en bas de page. La troisième question, c'est est-ce que des services destinés à améliorer le dépistage du VIH dans le contexte de la COVID-19 ont été documentés? Cette question nous vient de Célibat. Ont été documentés comme le dépistage communautaire pour les populations clés et améliorer la charge virale. Elle demande à connaître les mesures qui ont été édictées par l'OMS. Donc voilà 3 premières questions adressées pour le moment au professeur Luis Fortes. J'invite les collègues, les participants à envoyer les questions pour le reste. Donc on passe à une première série de réponses, le temps que les autres se positionnent. Professeur Fortes. Merci, Dr Karen Diop. Avant de répondre aux différentes questions, je voudrais déjà saluer les différents panélistes, Madame Dembélé, Dr Professeur Armel Poda, remercier l'International Heads of Society et également le RESAPSI d'avoir pu organiser cet atelier vraiment qui est d'actualité, notamment l'infection à COVID-19 associée à l'infection à VIH. Je profite également de cette occasion pour dire bonjour à tous les participants. Nous avons pu voir lors des échanges des différents contacts qu'ils viennent de nombreux pays. Et également féliciter l'IAS et le RESAPSI, puisque après ces différentes discussions seront disponibles online. Donc, pour en revenir aux différentes questions qui ont été abordées, la corticothérapie, nous savons que depuis l'essai clinique Recovery, donc, qui montrait que la dexaméthasone permettait de réduire la mortalité, en tout cas chez les patients qui avaient des formes sévères, des recommandations ont été proposées. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'études spécifiques par rapport aux personnes infectées par le VIH. Ces recommandations-là d'instaurer une corticothérapie ou pas, et cette indication, elle est indépendante du statut sérologique. Hein, et même lorsque ces résultats ont été publiés,
c'est-à-dire l'intérêt de la corticothérapie dans la prise en charge de l'infection à COVID-19. Des essais cliniques ont été même arrêtés. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de rédiger des protocoles de recherche sans inclure la corticothérapie pour la prise en charge des formes sévères. Donc, pour revenir à la question de notre maître, le professeur Fatou Samba Ndiaye, que je salue au passage, avec qui nous travaillons dans la lutte contre la COVID-19 au niveau de l'hôpital d'Al Jam. Donc, aujourd'hui, pas d'études en tout cas spécifiques. La corticothérapie est à sa place dans les formes sévères, donc pas d'études spécifiques chez les personnes infectées par le VIH. Concernant la question de monsieur Jean-Michel Lama, donc l'intérêt, est-ce que les ARV peuvent atténuer la virulence? Il est vrai qu'avec cette infection à COVID-19, sur le plan scientifique, c'était la course pour trouver le traitement idéal. Donc, beaucoup d'antiviraux ont été évalués, des anticorps monoclonaux. Et parmi les antirétroviraux, on s'est très tôt intéressé à l'efficacité du lopinavir-ritonavir. Et ceci pourquoi? Parce que déjà, avec le MERS-CoV, qui est l'une des souches de coronavirus, et cette molécule, le lopinavir-ritonavir, avait déjà été évalué à travers un essai clinique, l'essai clinique Miracle, qui s'est déroulé en Arabie Saoudite pour voir est-ce que ça a en tout cas amélioré le pronostic des patients. Donc, parmi les antirétroviraux, l'une des molécules qui a été évaluée, et je vous ai présenté ça lors de l'exposé qui est passé tantôt, on s'est intéressé à cette molécule particulièrement. Il est vrai qu'il y a d'autres antiviraux, notamment le darunavir, qui a été évalué, et les études ont montré clairement que le lopinavir-ritonavir, en tout cas, n'améliorait pas le pronostic des patients qui avaient des formes sévères. Donc, est-ce que quelqu'un qui est déjà infecté par le traitement, qui est déjà infecté par le VIH, qui prend un traitement antirétroviral, est-ce que ça pourrait atténuer les symptômes? À l'heure actuelle du niveau de connaissance? Non. Et on voit très bien dans les essais cliniques, dans les études qui ont été présentées, que finalement, les facteurs qui sont associés, il n'y avait pas de lien entre décès ou pas avec le régime de traitement et la charge virale. C'est vraiment le facteur déterminant de l'évolution d'un patient qui est infecté par le VIH et infecté par l'infection à COVID-19, c'est l'âge. Donc, c'est les mêmes classiques. Un sujet infecté par le VIH qui est âgé, il a un risque de faire une forme sévère. Un sujet qui est infecté par le VIH, qui a des comorbidités, même chose. Mais aujourd'hui, en plus, on sait que le bateau de CD4 fait partie des facteurs, en tout cas pronostiques par rapport à la mortalité. Et pour répondre à la dernière question du docteur Céliba, par rapport à l'amélioration du dépistage VIH dans ce contexte de COVID, on a pu voir que la perturbation des systèmes de santé intéressait essentiellement le dépistage. Donc, c'est vraiment le dépistage qui est perturbé. Après, c'est la réalisation de la charge virale. Est-ce qu'il y a une documentation? Je n'ai pas vu à le voir, mais en pensant au dépistage communautaire des populations clés, peut-être Mme Dembélé pourrait peut-être intervenir par rapport à cette question-là. Je suis en train de me dire, je sais que la session qui suit, c'est peut-être pour mieux favoriser dans ce contexte de COVID les autotests. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans ce contexte de COVID, peut-être c'est de revoir vraiment le rôle, et je vous invite à participer à la prochaine session qui va porter sur les autotests dans le contexte de COVID-là pour améliorer le dépistage, en tout cas dans ces populations clés. Voici les quelques éléments de réponse que je voulais apporter aux différentes questions. Merci. Merci beaucoup, professeur Luis Ortez, pour cette première réponse. Alors, ça se bouscule en régie, comme on dirait à la radio. Et la prochaine série est certainement pour Bintou. Alors, Bintou, regarde bien ton chat questions-réponses. Plusieurs questions te sont adressées. La première, elle nous vient de Thérèse Ouroubli, qui veut savoir s'il n'y a pas eu de difficultés dans la mise en œuvre de vos différentes stratégies pendant la période COVID-19. Une seconde question qui nous vient de Jean-Michel Lama, qui te remercie et qui veut savoir, est-ce qu'en amont, une analyse situationnelle avait été réalisée avant la mise en œuvre de l'autotest dans la communauté? Et qu'avez-vous appris de cette analyse si elle a été réalisée?
Et une autre question donc, qui nous vient de Pasma Rosalie, qui écrit depuis le Cameroun, et qui veut savoir si la stratégie d'un groupe WhatsApp a vraiment marché pour la cible travailleuse du sexe. Et si oui, quelle était l'approche utilisée, car ça a été un challenge pour nous. Elle considère que c'est un challenge pour elle au Cameroun, dans le cadre de l'organisation Horizon Femmes, pendant le début du Covid-19, pour le suivi des bénéficiaires. Et dans son expérience, les femmes étaient vraiment réticentes. Bintou. Je vous remercie pour ces questions. Donc, la première question, c'était les difficultés rencontrées par rapport à... Oui. Les difficultés que nous avons rencontrées pour la mise en œuvre de ces stratégies, c'est bien ça? C'est bien ça la question, je pense. C'est bien, oui, c'est ça. Voilà. Les difficultés que nous avons rencontrées par rapport à la mise en œuvre de cette stratégie, c'est que nous avions pour cela besoin que les pères éducateurs qui étaient un peu à la base de cette stratégie de dépistage communautaire soient légèrement motivés pour aller faire cette activité-là. Donc, on avait besoin de financement. Et ce financement-là nous a été donné partenaires essentiellement par Coalition Plus et par l'ambassade de France. Donc, la question centrale, c'était un peu cette question de financement pour pouvoir motiver en carte téléphonique, en carburant pour des déplacements pour les pères éducateurs et quelques pères bien parce qu'ils vont passer toute la journée sur le terrain à conduire une moto et aller donner des médicaments, aller faire la charge virale à base de papier buvard d'IBS. Donc ça a été résolu. Pour la deuxième question, est-ce qu'il y a eu une analyse situationnelle par rapport aux autotests? Et je pense que l'autre question par rapport aux difficultés, c'était est-ce que les stratégies nous permettaient de le faire? Parce que dans mon pays, il y a la délégation des tâches. Et cette délégation des tâches autorise les communautés à faire le dépistage, par exemple. Donc, ce sont des lois et des normes qui existent déjà dans mon pays. En ce qui concerne l'analyse situationnelle de l'autotest, nous avons aujourd'hui actuellement une étude en cours avec Soltis, l'IRD et Arcade, quelques partenaires de la société civile, qui font la mise à disposition de l'autotest auprès des populations qui en ont le plus besoin. Ce sont les populations vulnérables, mais c'est aussi des partenaires des personnes vivant avec le VIH-Sida, des personnes qui ont déjà fait une infection sexuellement transmissible. Donc, cette étude-là est en cours. Et aujourd'hui, on peut dire que l'autotest marche dans nos structures, surtout au niveau de la clinique de santé sexuelle des Halles, par la distribution, la mise à disposition par les pères éducateurs. Ces pères éducateurs sont formés à l'utilisation de l'autotest. Ils sont formés aussi à donner des informations nécessaires pour les personnes qui vont utiliser cet autotest. Nous avons aussi des groupes de discussion sur l'autotest. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'images, beaucoup d'outils de communication mis à disposition par Soltis lui-même, ce qui a facilité les choses. Donc, pour l'instant, nous avons avancé vraiment dans la distribution de l'autotest. Et nous avons eu la chance parce que cette activité-là existait bien avant la crise de la pandémie du coronavirus. La troisième question, la stratégie de groupe par le WhatsApp. Le WhatsApp, j'avoue que ça a été plus facile de faire cela avec les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes que les travailleuses de sexe. Parce que tout simplement, la population des hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, c'est une population jeune, connectée, qui vont facilement sur les réseaux sociaux, qui ont tous des smartphones, qui vont facilement sur les sites de drague. Et ça a été très facile de les connecter à ce réseau où quelqu'un leur répondait, posait des questions. Mais comment nous avons fait avec le travail de sexe? Nous avons donné au travail de sexe l'opportunité d'avoir des kits d'hygiène, mais aussi des kits alimentaires pour les soutenir. Donc, ça a été une motivation suffisante pour qu'elles puissent se connecter et demander. Parce qu'elles ont appris les unes les autres. Quand tu te connectes, tu demandes, tu indiques où est-ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'amène
un kit d'hygiène et un kit alimentaire. Donc, c'est comme ça que ça a marché. Peut-être que c'est à cause de cette motivation à la base que ça a mieux marché chez nous que chez la personne qui a posé la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bintou. Je pense que reprends un peu ton souffle parce qu'il y a une autre série de questions qui arrivent. Donc, je te laisse un peu récupérer le temps que je pose des questions qui sont plutôt d'ordre général et Armel, professeur Armel pourra répondre. Il y a 3 questions qui ont été posées qui sont plutôt de caractère général et chacun des panélistes pourra répondre selon son bon vouloir. La première, c'est une question sur le vaccin. Alors, comment la nouvelle de Pfizer d'une possibilité de vaccin affectera-t-elle la riposte au Covid-19 dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre? Qu'est-ce que cela implique pour les personnes vivant avec le VIH et les autres populations clés? Une autre question, c'est quel est l'effet de la COVID-19 sur les activités de prévention et de soins du VIH chez les populations vulnérables? Elle est posée par M. Souleymane Diabaté du Canada. Une question posée par le professeur Munerou Salou du Togo, que je salue. Quelles sont les meilleures stratégies pour minimiser l'impact de la COVID-19 sur la prise en charge des PVIH au Togo, par exemple, ou dans d'autres pays de notre sous-région? Une question posée par Victorine Dilolo. La situation avec la COVID-19 démontre qu'il est nécessaire d'avoir des stratégies innovantes pour toucher les PVIH en période de crise. Quelles sont les solutions innovantes pour la région? Et il y a une question qui est adressée plutôt à Louise, mais qui est liée au vaccin toujours. Elle est relative effectivement au vaccin qui sera mis en place prochainement. Et la question, c'est est-ce que vous, professeur Fortes, vous pensez qu'il est nécessaire de l'utiliser pour l'Afrique, sachant que c'est un des continents les moins touchés par cette pandémie? Donc, Armel, Oui, si tu peux lancer. Ouais. Oui, merci Karim. Comme je n'ai pas eu directement de questions, avant de commencer, je voudrais rebondir sur une des premières questions à laquelle Louise avait répondu par rapport à la corticothérapie, notamment la dexaméthasone, qui est utilisée aujourd'hui selon les études entre 6 mg à 10 mg par jour. C'est dit que c'est une faible dose. C'est une faible dose, elle a raison, il n'y a pas eu de travaux, pas spécifiquement sur les personnes vivant avec le VIH, mais probablement avec ces faibles doses-là, ça pourrait passer. Et nous avons eu, pas une grande expérience, mais sur l'utilisation, et nous n'avons pas eu d'effet néfaste sur les quelques PVIH qui en ont bénéficié. Pour le vaccin, c'est une véritable question, mais j'aimerais donc rassurer les participants que, en fait, actuellement, l'Organisation mondiale de la santé est déjà dans une dynamique d'accès au vaccin également par les pays du Sud, notamment d'Afrique. Si je prends l'exemple du Burkina Faso, nous sommes déjà en travaux avec le bureau OMS, avec également la direction de la prévention par la vaccination, pour déjà mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour qu'à l'arrivée de ce vaccin, il puisse être bénéficié aux différentes populations et notamment aux personnes vivant avec le VIH, entre autres, et surtout aux populations à risque, notamment ceux qui ont les comorbidités et les personnes âgées. Bon, Louise va répondre, mais si elle permet, je vais dire, comme je parle déjà de vaccins, rebondir un peu. Est-ce que l'Afrique a besoin de vaccins? Bien sûr, parce que lorsqu'on regarde, non seulement, il faut, la COVID, je parlais tout à l'heure des fermetures de frontières terrestres qui ne sont jusqu'alors pas encore ouvertes, il y a quand même des limitations, l'utilisation du masque, etc. Il y a beaucoup de difficultés qui sont liées. On ne peut plus vivre comme on aurait voulu le faire. Donc, avec une utilisation du vaccin, on peut, au-delà du fait, il ne faut pas seulement voir la mortalité est un fait, il y a également la morbidité, mais il y a également les conséquences sur notre vivre ensemble. Et donc, l'utilisation du vaccin peut nous permettre de retrouver une vie
notre vie d'avant, pour pouvoir manger ensemble un plat de kip tous ensemble, sans être obligé de prendre une distance. Je vais sauter aller à la deuxième question sur les meilleures stratégies. Merci à mon ami Salou du Togo pour cette question très intéressante qui permet d'aborder un aspect que je n'avais pas bien souligné, les nouvelles approches, les approches différenciées. Tous les pays, bon, nous sommes dans le Burkina Faso et le Togo, sont dans le Caneva PEPFAR, et même au-delà du PEPFAR, l'Organisation mondiale de la santé était en train de mettre en place l'approche différenciée des soins, qui permettait de prendre différemment les personnes vivant avec le VIH selon les besoins du patient. Et la COVID-19 nous donne l'occasion d'accélérer cette approche différenciée. Parce que si on continue à faire ce qu'on faisait avant, c'est plus difficile, ça brasse plus de population. Je vais donner quelques aspects pour ne pas monopoliser la parole. Un, le fait qu'on peut maintenant consulter une fois par an lorsque le patient a une charge virale indétectable et qu'il est stable dans son traitement, par exemple. Ça réduit la fréquentation des centres de santé. Ça réduit non seulement pour et les ravitaillements. Vous savez, nous sommes dans une dynamique d'aller à des ravitaillements de 6 mois, 9 mois. Donc, en faisant ces ravitaillements également, on réduit la concentration et les mouvements des populations vers les structures de prise en charge. Et enfin, il y a ce qu'on appelle dans les nouvelles approches également, le ravitaillement par les organisations de la société civile, par les associations ou par les individus, qui permet à quelqu'un de venir et de prendre les médicaments pour une dizaine de personnes dans son quartier, ou de permettre aux personnes d'aller prendre les médicaments au niveau de l'association et repartir vers l'hôpital. Donc, ça réduit également le rassemblement des populations et ça peut favoriser également la lutte contre la COVID-19. Merci à tous. À vous la parole. Merci, professeur Ahmed Poda. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour partager un certain nombre de réponses par rapport aux questions qui vous ont été posées tout à l'heure. Parfait. Alors, on continue les réponses. Louise? Merci, Karim. Donc, je voudrais un peu rebondir. Je suis vraiment du même avis que professeur Ahmed Poda par rapport à la vaccination. C'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que ce serait nécessaire en Afrique, il n'y a pas un impact, mais professeur Poda a véritablement répondu dans le même sens. Nous avons le même avis. Aujourd'hui, même si l'impact, en tout cas, qui était attendu au niveau de l'Afrique est moindre, mais néanmoins, il y a des décès, il y a des patients, il y a des décès. Donc, au moins, l'apport de ce vaccin-là permettra de réduire les décès, permettra d'améliorer. Il y a eu un impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à quel serait l'avantage de mettre en place un vaccin, c'est au-delà même de l'impact sur le VIH, c'est la prise en charge des autres pathologies. Parce que cette perturbation, il est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de beaucoup plus de parler du VIH, mais on sait que cette épidémie-là a eu un impact sur la prise en charge en général, sur les services de santé, avec une diminution de la fréquentation des services de santé par les usagers, un impact, je parle sous le contrôle de notre maître, ou même les patients qui avaient un cancer, ils avaient du mal à faire leur chimiothérapie, ou même les patients qui étaient hypertendus, les patients qui étaient diabétiques. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir l'accès à la vaccination va permettre au moins d'avoir au moins une immunité, on va dire une immunité collective, de réduire la circulation du virus et de pouvoir revenir, comme le dit professeur Armel, le vivre ensemble. Au-delà de cela, vraiment, nous espérons, on attend les résultats de ce vaccin-là qui sont, voilà, nous espérons bientôt avoir ce vaccin-là, oui, même si l'Afrique, on n'a pas un impact important. On ne sait pas, hein, la deuxième vague, actuellement, ce qu'on est en train de craindre, c'est une deuxième vague. Cette deuxième vague, en tout cas, quand on regarde en Europe ce qui se passe, la situation est assez alarmante et on ne sait pas, cette seconde vague, si elle survenait en Afrique, quels seraient en tout cas les impacts. En ce qui concerne également la question sur quelles seraient les solutions innovantes pour, en tout cas, la prise en charge des patients et minimiser
l'impact de cette infection à COVID-19, cette épidémie-là. Déjà, une innovation, c'est d'avoir accès à ces consultations, télémédecine, les consultations en utilisant les réseaux pour que nous soyons tout le temps accessibles. Ce n'est pas ce qu'on utilise en pratique quotidienne. En pratique quotidienne, le patient il est toujours obligé de se déplacer dans la structure sanitaire pour être pris en charge. Mais aujourd'hui, en tout cas, vulgariser ce système de consultation, cette prise en charge par télémédecine, mais insister également sur ce suivi différencié. On a trop standardisé le suivi des patients. Tout le monde vient à 3 mois, les patients viennent à 1 mois. Mais aujourd'hui, par exemple, dans cette infection à COVID-19 en pleine épidémie, qu'est-ce qu'il faudrait? Les patients qui sont stables, qui sont sous traitement depuis plusieurs années, qui ont une charge virale indétectable, on leur donne 6 mois de traitement. Ils n'ont pas besoin de venir au niveau des structures sanitaires, donc ce qui va limiter leur déplacement, leur risque d'infection, et ils pourraient éventuellement contacter. Il faudrait également que les services médicaux soient disponibles. Et maintenant, il faudrait quand même, dans cette, dans cette limitation de la fréquentation des structures sanitaires, il faudrait que nous prêtions une attention particulière aux patients nouvellement dépistés. Ces personnes qui sont nouvellement dépistées, ces personnes qui sont en échec de traitement, les personnes qui ont une charge virale indétectable, les femmes enceintes, quand même pour ces personnes-là, il faudrait organiser ce système de santé-là durant cette épidémie-là pour qu'ils puissent avoir accès aux médecins, avoir accès également aux différents bilans. Et Madame Dembélé parlait tantôt par rapport à la réalisation de la charge virale, les DBS qui ont été évalués, et on voit qu'en pratique médicale dans nos systèmes de santé, ce n'est pas quelque chose qui est encore largement utilisé. En tout cas, il faudrait voir dans quelle mesure vulgariser l'utilisation, en tout cas, de ces méthodes de mesure pour évaluer la charge virale. En tout cas, voici quelques éléments, quelques commentaires par rapport aux différentes questions, et je remercie en tout cas tous les participants on voit qui sont vraiment intéressés par cette thématique de l'infection à COVID-19 et du VIH. Merci. Merci beaucoup, professeur Luce Fortes, pour ces réponses, mais également ces suggestions, ces commentaires. Je vais donner donc la parole au docteur Bintou Dembélé. Bintou Dembélé, qui, je rappelle, est la directrice d'Arcade Sida Plus au Mali, parce que c'est une question qui t'était posée. Il y a également 2 autres questions qui te sont posées, Bintou. Quelqu'un voudrait savoir, donc Roselin Ulrich voudrait savoir si, pour certains des bénéficiaires, il y a eu des cas d'infection à COVID-19. Et si oui, quelles étaient les mesures qui étaient prises par l'association pour y faire face? Ensuite, quelqu'un demande à savoir, est-ce que, donc c'est Arnold Ayatsi qui voudrait savoir si vous avez des données sur le pourcentage de patients éligibles au sein de votre file active qui ont bénéficié de la dispensation pour 3 mois ou pour 6 mois. Et, voilà. Et la dernière, c'était donc quelqu'un qui voulait savoir si les résultats de l'autotest comptent comme dépistage sans pour autant avoir besoin de la confirmation par des tests conventionnels. Ces questions sont sur l'icône QR. Merci, Bintou. Oui, merci. Oui, merci, Dr Karim Diop. Par rapport aux 3 questions, je vais donner des réponses. La première question concernant est-ce qu'il y a des bénéficiaires qui ont eu des cas de Covid? Bien sûr qu'il y a des bénéficiaires qui ont eu des cas de Covid. Comme je vous l'avais dit, si ces personnes-là se réfèrent à nos structures communautaires, nous les référons vers les services qui font le diagnostic et la prise en charge des cas de Covid. Nous avons juste été l'interface en orientant ces personnes, en les guidant. Parce que, par exemple, si nous envoient un message en disant qu'ils toussent, bien qu'ils ont des choses, on essaie un peu de retracer, est-ce que dans leur environnement, il y a des personnes qui ont été infectées par le coronavirus? Est-ce qu'il y a des situations, voilà. Pour éviter les déplacements, donc, fort de toutes ces informations, nous les orientons vers les sites de dépistage et de prise en charge du Covid qui est le plus proche
ou bien nous appelons les services qui s'occupent de ça parce qu'il y avait une ligne verte pour justement indiquer, leur présenter ces situations-là. Nous faisons juste le lien. Nous n'avons pas fait de prise en charge des cas de COVID-19 parmi nos bénéficiaires. En ce qui concerne la deuxième question, nous avons effectivement réalisé la dispensation communautaire auprès de 3000 patients donnés des traitements antirétroviraux au-delà de 6 mois. Il s'agit de quel type de patients? Ce sont des patients qui ont au moins 1 an de traitement antirétroviraux bien suivi. Ce sont des patients qui sont observants, résilients au traitement. Ce sont des patients qui ont accepté qu'on leur donne les traitements. Donc, parmi ces patients-là, de avril jusqu'en septembre, nous avons fait la dispensation à 3000 patients. 3000 patients, ça peut être important, mais ça ne représente pas grand-chose dans notre file active parce que nous avons une grosse file active au niveau de nos sites de santé sexuelle qui sont de l'ordre de 7000 environ, 7000 patients environ. Donc, ça représente environ 30 000. Ça, ce sont les patients qui ont demandé. En ce qui concerne les autotests, comme je l'ai dit, nous sommes aussi prestataires de services dans un processus d'études et d'expérimentation de l'autotest au Mali. Nous faisons partie de ce processus-là. Donc, mais l'autotest a trouvé que nous avons dans notre pays un schéma de dépistage. Donc, le premier test, c'était l'autotest, mais il faut faire nécessairement un second test en cas de positivité pour confirmer. C'est ça le schéma national de dépistage dans mon pays, jamais un seul test. Donc, les personnes qui se sont relevées positives pour le premier schéma, l'autotest, ce sont des personnes qui étaient reprélevées pour faire un second test pour confirmer, conformément à notre protocole national de dépistage. Je vous remercie. Merci bien, docteur Bintou Dembélé. Merci à tous les panélistes. Merci aux participants pour toutes ces questions, hein. Je suis désolé, il y a des questions pour lesquelles on ne pourra pas répondre en live, mais on peut déjà répondre. Je demande donc aux différents panélistes de répondre aux différentes questions directement, donc par écrit. Et vous pouvez toujours continuer effectivement à envoyer vos messages, soit sur le chat, soit par les réseaux sociaux proposés. N'est-ce pas? Alors, merci en tout cas pour cette contribution. Je pense que nous avons beaucoup appris de vos contributions. On a analysé la situation à travers une présentation bien détaillée. On a pu comprendre un peu les différents points de vue venant d'intervenants du terrain, donc aussi bien du côté médical que du côté associatif. Mais nous avons surtout apprécié les solutions qui ont été proposées pour faire face. Vraiment, encore une fois, merci. Je sais que vous êtes très chargés, qu'il y a de nombreux malades, de nombreuses tâches à faire, mais votre présence ici, en tout cas, témoigne de l'intérêt que vous portez au RESAPSI et à l'IAS. Nous allons maintenant terminer cette session par un échange qu'on appellera un échange de réseautage entre les intervenants donc, du panel et les participants. Donc, la question, ça va être la suivante. On va permettre aux participants de vous poser des questions. En effet, tout le monde aimerait bien devenir Bintou Dembélé. La carrière est riche, n'est-ce pas? Elle est maintenant directrice hein, d'Arcade. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent et qui aimeraient peut-être devenir comme elle. Il y a également beaucoup de jeunes qui aimeraient être agrégés comme le professeur Fortes, comme le professeur Poda, être aussi brillant qu'eux, être aussi éloquent, devenir des scientifiques émérites. Et nous avons l'opportunité d'offrir à ces jeunes d'accéder à ce rêve. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de poser des questions pour mieux connaître et avoir des conseils s'ils veulent évoluer dans le cadre de leur carrière. Dans le cadre du VIH, de façon spécifique, mais de façon beaucoup plus globale, dans le cadre de la santé. Et donc, est-ce que je donne la parole donc à chacun d'entre vous pour que vous puissiez répondre à une question? Quel est le conseil que vous pouvez donner au public
pour évoluer dans sa carrière et chacun parlera de son expertise. Chacun a une expertise dans son domaine. Qui se lance? Je désigne au sort. Armel Poda. Comme tu es militaire, je te désigne. Mais Karim, je ne suis pas sûr que tu es vraiment tiré au sort. Hein? D'accord, mais non, mais habituellement, c'est les femmes qui sont à l'honneur, mais il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Non, le véritable conseil qu'il faut donner, la jeunesse africaine a un problème aujourd'hui qui est réel, c'est que les gens ne travaillent plus assez. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, travailler et encore travailler, comme le disait le président Abdoulaye Wade. Il faut travailler et maintenant, donc ça c'est générique, c'est la base. Maintenant, sur le plan scientifique, ce qui nous manque souvent en Afrique, c'est que nous ne lisons pas assez. Nous ne lisons pas assez les journaux, les revues scientifiques. Donc, notre maître, le professeur Papa Salif Sow, nous a toujours dit qu'un bon scientifique doit lire au moins un article chaque nuit, chaque jour avant de dormir. C'est le minimum. Si chaque jour vous arrivez à lire un article, ça vous fait 7 articles lus par semaine et donc ça vous permet d'avoir la connaissance scientifique, de vous ouvrir l'esprit pour pouvoir faire aussi de la recherche et pouvoir également vous améliorer et apporter quelque chose à la science. Le troisième élément que je veux dire, c'est aimer les patients. En tout cas, pour la pratique médicale, il faut aimer les patients. Aimer les patients, c'est quoi? Chaque fois qu'il faut prendre en charge un patient, il faut prendre en charge le patient comme un membre de votre famille. Je pense que personne ne voudrait donner un mauvais traitement à un membre de sa famille. Donc, si on prend en charge correctement les patients, les prendre comme des humains et ne pas voir ça juste comme un travail, c'est au-delà du travail, c'est un être humain qu'on soigne, c'est un être humain à qui on va sauver la vie. Et donc, je pense que voici 3 aspects qui peuvent permettre véritablement d'aboutir et bien sûr de ne pas reculer devant l'adversité. Il faut toujours avancer. On tombe, on se relève et on avance et on peut arriver à des sommets. Voilà quelques éléments que je voulais donner. Merci Karim. Ce n'est pas quelques éléments, c'est très, très important. Et c'est l'occasion de saluer notre maître, notre grand frère, le professeur Papa Salif Sow, qui nous a guidés, nous aussi. Et je pense que Louise ira dans le même sens que moi. Nous avons beaucoup de respect pour le professeur Papa Salif Sow, pour ce qu'il a apporté également aux jeunes. Je vous invite à continuer à répondre aux questions, hein, parallèlement. Et je donne la parole au professeur Luis Ortès. Docteur Karim, c'est vrai que les parcours diffèrent. Parfois, j'ai envie de dire, c'est des concours de circonstances qui font qu'on est embarqué dans un tel bateau. La première chose, je pense qu'il faut déjà s'intéresser à un domaine bien précis. Parce que parfois, les choix peuvent être guidés par des choix qui sont purement financiers. Alors que ce choix-là ne doit pas être guidé uniquement par cela. C'est vraiment avoir, je vais dire, un domaine d'intérêt particulier. Et c'est pour ça, par exemple, quand j'ai voulu faire l'infectiologie, je vous assure, ce n'était pas quelque chose qui était accueilli à bras ouverts par les différents membres de la famille. Mais quand même, c'était un domaine qui m'intéressait. Donc, je pense que l'une des premières choses pour moi, je pense, c'est déjà d'avoir un centre d'intérêt et d'y s'accrocher. Et après, tout ce qui concerne les retombées, ça, on le verra plus tard. Si j'ai un conseil, ce que je voudrais vraiment aujourd'hui pour nous, l'Afrique, c'est que les choses et également que les différentes stratégies soient évaluées c'est-à-dire l'analyse situationnelle soit effectuée par nous-mêmes, par nous les Africains, et que nous puissions les évaluer, les mettre en place, quelles sont les stratégies à mettre en place, et ensuite par la suite réévaluer. Parce que ce qu'on constate le plus souvent, c'est que
la plupart des recommandations, la plupart des centres d'intérêt, la plupart des stratégies sont édictées par d'autres organismes. Et aujourd'hui, il faudrait que nous puissions améliorer notre expertise. Expertise en ce qui concerne la recherche publique, la recherche clinique, autant pour moi. Je pense que c'est le maillon faible de nos différentes structures, de notre santé aujourd'hui. Vraiment, il faudrait voir dans quelle mesure nos capacités à mener des études cliniques qui vont répondre à nos propres problèmes. Mais pour pouvoir y répondre, il faudrait que derrière, que nos gouvernements puissent financer ces recherches-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir à un problème de santé, à une stratégie et demander à ce qu'un bailleur vienne le financer. Si le bailleur vient avec ses financements, il va vous imposer ce que vous devez faire comme recherche. Je disais, j'ai fait lors de AFRA-VIH une communication sur les comorbidités et l'infection à VIH. Mais en refaisant la revue de la littérature, j'ai pu constater que la plupart des études n'ont pas... L'Afrique de l'Ouest, on est vraiment derrière. On n'a véritablement pas de données sur cette problématique-là. Et il faudrait que nous-mêmes, nous puissions financer nos recherches. Nous savons quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, si quelqu'un voudrait se lancer dans l'infection à VIH, dans l'infectiologie, c'est déjà En plus, quand nous avons des compétences purement cliniques, il faudrait forcément y associer d'autres compétences en matière de recherche, en matière d'épidémiologie, en matière de santé publique. Et il faudra également choisir la recherche, elle n'est pas uniquement clinique. Quand nous avons Dr Dembélé, ce qu'elle nous a présenté, c'est son expérience en ce qui concerne la prise en charge, tout ce qui concerne la prise en charge communautaire, l'accès également, la prise en charge des populations clés. Donc, lorsque vous êtes dans ce domaine de recherche, vous pouvez uniquement rester dans le domaine purement clinique, uniquement fondamental, ou bien aller dans ce qui concerne le volet communautaire. Merci, docteur. Merci, professeur Fortet. Je sais que tu aurais pu parler pendant 2 heures, hein, parce que ça vient du cœur. Merci, merci. Merci pour la générosité. Docteur Bintou Dembélé, rapidement, on arrive au terme. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vais juste vous dire 2-3 points. En 1994, je venais de finir la fac de médecine et nous avons créé l'association Arcade Santé, Arcade Sida. C'était un moment important parce que c'était un défi. En 1994, les médicaments n'étaient pas encore arrivés au nord, à Fortier aussi. Mais nous avions eu, l'intérêt pour nous, c'était de créer un site ambulatoire de traitement pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous avons, après 2 ans de bénévolat, bénéficié d'un financement de la coopération française. Nous avons créé le CESAC de Bamako. Le CESAC de Bamako est aujourd'hui le plus grand site ambulatoire de traitement du Mali, avec environ 7000 patients suivis. Mais le Fonds mondial est arrivé 9 ans après. Donc, c'est pour vous dire que nous avions commencé bien avant le Fonds mondial. Et quand le professeur Luis Fortes dit qu'il faudra vraiment choisir ce qu'il faut, moi, je dirais qu'il faut épouser une cause. Parce que la lutte contre le sida, je l'ai choisi à la fac de médecine, en sortant de la fac de médecine, et j'ai continué à travailler. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de avoir un leadership, un vrai leadership, choisir une cause, épouser la cause et travailler d'arrache-pied. Parce que comme on dit, quand tu travailles d'arrache-pied, l'argent va te courir derrière. Comme on dit un adage chez nous, quand tu travailles bien, l'argent va venir forcément, mais pas l'inverse. L'argent ne vient pas d'abord, l'argent vient après avoir travaillé. Donc, les conseils que je peux donner aux jeunes, la persévérance, il faut avoir un leadership exceptionnel, il faut choisir une cause et y croire pour vraiment avancer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Dr Bintou. J'ai vu effectivement l'évolution du CESAC, de Arcade Sida, et c'est un travail de longue haleine que vous avez mené avec vos collègues, avec Alusila, que je salue, également un grand frère respectable. Et je vous félicite pour tout le travail que vous faites. En tout cas, j'espère que les jeunes ont bien écouté. Bon, nous arrivons malheureusement presque au terme
de notre session. Hein. J'ai même envie de dire malheureusement parce que les discussions étaient tellement importantes, il y a tellement de sujets qui ont été évoqués. Et je voudrais très sincèrement, au nom de l'IAS et du RESAPSI, féliciter les trois et remercier les trois panélistes pour leur générosité. Je pense qu'un des éléments qui vient d'être donné comme conseil, il faut être généreux. On n'exerce pas dans la médecine, on n'exerce pas dans la santé des populations si on n'a pas un cœur ouvert, comme l'a dit le professeur Poda. Il faut y croire. Et pour y croire, il faut que ce soit à la limite un sacerdoce. Parce que les défis sont nombreux. Les difficultés existent. Et pour les surmonter, il faut faire comme a dit Edison, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc, il faut travailler pour réussir. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on devient professeur Fortes ou professeur Poda ou docteur Bintou Dembélé. C'est par du travail, c'est en y croyant et en se battant. Le professeur Luis Fortes vous a dit de vous croire en vous. Croyez en vos valeurs, croyez en ce qui est au fond de vous et ça marchera. Merci aux trois panélistes pour leur contribution. Merci de nous avoir donné plus d'informations sur ce que le lien entre COVID-19 et le VIH-Sida. Et merci pour ces solutions qui ont été proposées et qui certainement pourront être mises en place dans d'autres pays. À bientôt et je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour la prochaine session. Je rappelle que nous ferons en sorte que toutes les présentations soient disponibles sur le web bientôt. Ça vous permettra de pouvoir mieux les exploiter. Je voudrais également, avant de terminer, n'est-ce pas, remercier nos donateurs, sans qui cette session n'aurait pas eu lieu. Je veux parler de Merck Sharp et Dom, MSD, les laboratoires MSD, et le Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, pour leur soutien. Et je vous donne rendez-vous dans 1 heure, aujourd'hui, jeudi 2 novembre, à 14h30 heure de Dakar, 15h30 heure de Genève. Cette session qui a déjà été annoncée par le professeur Fortes portera sur le thème des autotests du VIH. Donc, les premières questions qui ont été posées pourront trouver une réponse. Vous allez recevoir une demande pour l'évaluation. N'hésitez pas à la remplir. Nous vous serons très reconnaissants si vous la remplissez. Ça nous permettra d'améliorer ce qui est proposé et à l'équipe de proposer un meilleur paquet. Donc, à très bientôt. Vous aurez le lien de l'enregistrement. Je vous souhaite un bon appétit. Vous avez 1 heure de pause et à tout à l'heure pour la session autotest. Au revoir. Allez, au revoir. Merci, Karim. Ciao. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, docteur Dembélé. Au revoir. Merci. Au revoir, professeur. Ah.
Baby.